téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Donc, nous allons suivre ensemble les élections européennes qui se dérouleront le 25 mai. Et d'ici là, bien sûr, espérons que vous allez nombreux et nombreuses aux urnes pour voter. Et voilà, donc nous allons débuter tout de suite avec notre chef de la rédaction, Georges. Bonjour Georges. Bonjour Ami. Et notre plateau, donc présentation. Monsieur Gassimi Kader, président de l'association Rapprochement des Deux Rives. Mademoiselle Sophie Biamino, professeure des écoles à Marseille. Donc, je suis Aurélien Michel, je suis le candidat tête de liste pour une Europe utile aux Français, je suis militaire. Joachim Gonzalez, je suis fonctionnaire à la DGCCRF. Alors donc nous allons parler, ce débat va tourner autour de l'économie, de l'éducation, de la santé et d'autres questions donc, qui viendront par la suite. Donc tout d'abord, monsieur Aurélien, bonjour. Bonjour. Donc que pensez-vous à l'Union pour la Méditerranée? C'est notre première question. Alors l'Union pour la Méditerranée, donc c'est un projet qui visait justement à rassembler le sud de l'Europe avec le nord le sud de la Méditerranée avec le sud de l'Europe pour justement créer un partenariat à la fois économique, culturel, juridique, donc qui se fait à 41 pays. Ça se met petit à petit en place. Par contre, l'Union pour la Méditerranée n'est pas encore axée à 100% sur l'optimisation économique en termes d'échanges pour les différents pays. Donc cela s'explique déjà par le nombre de pays ils sont 41. Donc nous, par exemple, nous proposons dans notre projet, dans notre programme pour une Europe utile aux Français, un partenariat plus resserré entre la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Donc les 4 partenaires privilégiés européens de l'Algérie, d'organiser une union des PME-PMI de ces pays-là autour du Maghreb, donc autour de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Pour 2 raisons. D'abord parce que les échanges entre ces pays-là existent déjà et sont très fructifieux. Donc, par exemple avec l'Algérie, la France est le premier pays pour les échanges commerciaux, avec 3,33 milliards de dollars d'échanges par an. Donc il y a déjà des bases qui existent. Et le deuxième point, c'est que la Chine est en train de petit à petit s'installer au niveau des parts de marché. Et la Chine arrive par exemple par rapport à l'Algérie en 2e position, avec 3,31 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an. Donc la Chine est devant l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne pour les échanges. Donc l'intérêt, c'est de s'unir avec un partenaire privilégié qui est le Maghreb, autour d'un projet qui va être porté par la France, mais avec des partenaires européens forts comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, pour permettre aux PME et aux PMI françaises et européennes de pouvoir développer des marchés dans ces pays-là qui sont demandeurs, surtout l'Algérie et le Maroc, et en même temps d'essayer de se protéger quelque peu de l'arrivée massive des industries, des entreprises chinoises sur un territoire où nous avons historiquement des échanges. Et justement, où en est l'économie européenne? L'économie européenne reste, malgré tout ce qu'on entend, la première économie mondiale. Après, ce qui est important pour une élection, c'est quelle est la perception des gens qui vont voter. Et nous, on s'intéresse en priorité à la perception des Français. Donc nous avons proposé un rassemblement de citoyens, de citoyennes français qui sont de toute génération, de tout horizon et qui veulent s'engager pour proposer une Europe utile au quotidien des Français. Alors notre objectif, nous, c'est pas d'obtenir un siège de député dans la circonscription du Sud-Est, mais d'essayer de rassembler un maximum de citoyens qui ont envie justement de tirer profit de l'Europe pour leur emploi, pour l'éducation de leurs enfants et pour le développement de leur entreprise. Alors nous, notre stratégie, c'est de refaire de la politique avec la construction européenne, chose qu'on ne fait plus depuis 20 ans, et le résultat, c'est que l'abstention est quasiment le double de la participation pour toutes les dernières élections européennes. Alors l'erreur, à notre sens, elle vient du fait qu'on n'a plus fait l'effort politique et intellectuel d'intégrer les Françaises et les Français
à la construction européenne et on n'a plus fait l'effort d'intégrer les opportunités, parce qu'elles existent, européennes, au quotidien des Français. Donc nous, c'est ce que nous allons essayer de faire à travers notre programme, donc à travers diverses mesures comme le Pôle emploi européen, la plateforme européenne d'échange pédagogique, professeurs, parents, élèves, ou encore l'engagement écrit des futurs députés européens de la circonscription du Sud-Est de faire baisser l'abstention dans 3 départements de leur choix, 3 départements, pas plus, aux prochaines élections européennes. Un engagement de leur part. Parce qu'on ne peut plus continuer. Là, les prochains sondages annoncent une abstention à 65%, ce qui sera un record. On n'arrivera jamais à faire avancer l'Europe, à faire évoluer les institutions sans les justement citoyens. le malaise. Où est le malaise pour avoir cette Parce que l'Europe ne parle plus au Français, tout simplement. 92, le traité de Maastricht, c'est la dernière élection européenne où la participation est supérieure à l'abstention. Je crois qu'elle était autour presque de 60% de participation. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce qu'à cette époque, l'Europe, dans la tête des gens, la tête des Français, ça leur parlait. À partir du moment où on a fait Maastricht, les politiques ont pensé que l'Europe, ça y est, c'était ancré dans la tête des Français. Ça a été une erreur. Et du coup, on n'a plus mis en place des politiques pour inclure les Français dans la construction européenne. On n'a plus mis en œuvre des opportunités européennes qui serviraient directement au quotidien des Français. On a focalisé sur les institutions, sur l'économie, et du coup, les Français se sont détachés. Résultat, aujourd'hui, il y a 65% des Français pour qui l'Europe, ils ne le voient pas forcément d'un côté négatif, parce que ceux qui voient l'Europe d'un côté négatif, eux, ils vont aller voter. Et les derniers sondages le montrent. Mais ceux qui ne vont pas aller voter, à mon sens, en majorité, sont des gens pour qui l'Europe ne représente rien. Oui, donc, à nous, justement, de proposer, peut-être pas des propositions de dimension institutionnelle, mais repartir sur des propositions qui vont permettre aux gens, dans leur quotidien, sur des bases nouvelles. Voilà, dans leur quotidien, de mettre un lien entre leur vie d'aujourd'hui et l'Europe. Et demain, une fois que les Français auront ouvert les yeux à nouveau sur l'Europe, on leur montrera une direction sur l'Europe. On fera des réformes au niveau des institutions. Et là, on ne peut pas le faire pour l'instant. 65% des Français ne regardent pas l'Europe. Ça ne sert à rien de montrer une direction à quelqu'un qui a les yeux fermés. Voilà, ça n'a aucun sens. Bon, c'est justement ce que je voulais poser la question, c'est est-ce que l'Europe est utile? Parce que justement, si d'après les sondages du gouvernement, l'Europe c'est bon, c'est mes sondages personnels à moi que nous on fait dans la rue, les gens ne croient plus en l'Europe et donc pensent que c'est inutile. Donc là, ce qui va être le plus dur, c'est justement à faire comprendre au peuple que ça va être utile, parce que sinon, en attendant, vous allez faire des propositions, mais vu qu'ils pensent que c'est inutile, ils ne vous écouteront pas. Le problème, il va peut-être être là. Alors, il y a 2 axes. Vous faire écouter, vous faire comprendre. Tout le monde, ils ne veulent plus vous écouter. C'est ça le gros problème. Bien sûr. Parce qu'ils n'y croient plus. Voilà. Alors, il y a 2 axes. Il y a un problème, alors c'est ce que nous avons pensé en commun. Il y a un problème de communication par rapport à ce que fait l'Europe et à quoi ça sert. Donc ça, c'est un problème technique. Mais le gros problème, il est avant tout politique. Une communication politique, c'est pas seulement aller dire aux gens, leur montrer ce que fait l'Europe et qu'au final, c'est quelque chose de bien. Faire de la pédagogie, c'est important. Le problème, c'est qu'on voit à la télévision, dans les informations, que le côté négatif. On n'a jamais vu un côté positif. Donc c'est logique que les gens n'y croient plus. Même s'il y a quelque chose de bien, on n'en parle pas. Ça, c'est la pédagogie. Mais à mon sens, depuis 20 ans, faire de la politique, c'est faire de la communication aussi. Faire une proposition politique qui n'est pas forcément de grande ampleur, mais qui va marquer le quotidien des Français, c'est de la communication, mais de la communication politique. C'est pas de la pédagogie. Par exemple, nous, ce que nous proposons, la plateforme européenne d'échange pédagogique, profs, parents, élèves, c'est pas une proposition qui va résoudre tous les problèmes de l'éducation française, mais c'est juste une proposition qui va permettre de mettre en relation les professeurs français avec les professeurs des autres pays européens, pour leur permettre d'échanger. Donc, pour les professeurs français, l'Europe, ça va leur parler, puisque dans leur travail de tous les jours, ils vont avoir cet échange avec les autres professeurs européens. Ça va permettre aussi aux élèves et aux parents français de pouvoir échanger directement avec les élèves européens et de trouver des échanges linguistiques. Ça ne va pas résoudre les problèmes de lecture, de calcul en France, mais ça va mettre en relation les Français avec les Européens. Et c'est à partir de là que l'Europe parlera aux Français, parce que dans leur vie de tous les jours, ils se diront, tiens, l'Europe, moi, pour un professeur, ça me permet d'échanger avec un autre, d'adapter du coup mes outils pédagogiques par rapport à ce que j'ai appris, par exemple, avec un professeur suédois ou un professeur danois. Pour les élèves, ça va leur dire, l'Europe, je sais que ça me permet d'être en échange avec un élève de Hongrie ou d'Autriche et de faire un échange linguistique avec lui. Pas forcément des choses de grande dimension, mais qui leur parlent. C'est ça qui est important aujourd'hui, que l'Europe reparle aux Français par des petites propositions. Regardez, au début, quand on a fait l'Europe, on était 6.
On a fait l'Europe pourquoi ? Pour avoir la paix. Le grand mot, c'était l'Europe pour avoir la paix en Europe. Mais pour avoir la paix, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par faire la CECA, la coopération sur le charbon et l'acier. Quel est le lien entre le charbon et l'acier et la paix ? A priori, aucun. Sauf que la paix, c'était un objectif qui était très très haut. Et pour l'atteindre, il fallait mettre en place des petites structures, comme la coopération sur le charbon et l'acier, qui peut sembler mineure par rapport à la paix. Mais il faut des mises en œuvre pour atteindre un objectif. Et grâce à ça, on a pu mettre en commun des compétences qui, du coup, faisaient que l'Europe parlait au début aux Français. Ah, je sais que pour le charbon et l'acier, on travaille avec les Allemands. Je sais que ça sert pour nos industries, ça sert pour nos entreprises. Et du coup, l'Europe avait commencé à avoir du sens pour les Français. Eh bien, ce travail-là, il faut le reprendre à zéro. Il faut recommencer à faire des propositions qui vont permettre aux Français, petit à petit, de se dire que l'Europe, ça leur parle. Et ensuite, on leur montrera un objectif avec des réformes institutionnelles sur la fiscalité, sur l'éducation. Mais il faut reprendre le chemin de l'Europe. Et c'est pour ça que j'emploie cette métaphore. On veut montrer une direction aux Français sur l'Europe, mais les Français ont encore les yeux fermés. Donc, il faut leur ouvrir les yeux avec des propositions qui leur parlent, mais pas forcément des propositions de grande ampleur, parce qu'à chaque fois, on entend, dans toutes les listes, on entend des propositions qui sont des propositions de grande ampleur et qui ne peuvent pas être appliquées aujourd'hui. Des propositions sur des harmonisations fiscales, on voit bien que ça bloque pour l'instant pour deux raisons. D'abord parce que les pays ne sont pas forcément prêts à faire certains sacrifices, et surtout, il n'y a aucun État européen qui va prendre une décision de cette ampleur si 65% de sa population ne s'intéresse pas à l'Europe. Aucun pays ne va prendre ce risque-là. Donc c'est bien d'avoir des objectifs de long terme, de grands objectifs. Mais ce qui manque, c'est des mises en œuvre. Nous, notre différence entre notre liste et les autres listes, c'est que nous proposons certes des objectifs de grande ampleur pour demain, mais nous proposons une mise en œuvre pour remettre les Français sur le chemin de l'Europe. Alors moi, si je peux intervenir, Oui, bien sûr. j'écoute Monsieur Michel. Ce qu'il faut, c'est que ça parle aux Français. Moi, je veux dire, l'Europe, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que ça me parle. J'étais petite, en 92, Maastricht, ok, c'était la création de l'Europe. Là, ça parlait aux gens parce qu'il y avait tout à construire. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas européenne, je me sens française. Et notre but à nous, c'est que les gens se sentent un peu aussi européennes, appartenir à cette communauté et en tirer profit pour leur vie quotidienne. Alors moi, je suis enseignante en CE1, j'ai des enfants de 7-8 ans dans ma classe. Je travaille beaucoup par Internet, comme tout le monde. Donc je vais chercher à droite à gauche dans tel site des ressources. Je vais sur des sites français, avec des Français qui partagent des outils. Mais c'est vrai que je ne sors pas de mon cocon français, quoi. Je ne sors pas de mon cocon français, c'est ça. Et je ne vais pas aller chercher des outils sur un site norvégien. Alors, il y a la barrière de la langue. Vous me direz, mais bon, moi, je parle bien anglais, donc je pourrais aller ailleurs. Mais il n'existe rien qui nous donne envie, qui nous incite et à aller voir ailleurs. Alors, je sais qu'on me dit qu'en Norvège, en Suède, en Allemagne, il y a de super outils pédagogiques, sauf que moi, je suis reclus là-dedans et je ne vais pas voir ailleurs parce que il n'y a pas de communication, on ne me donne pas envie, on ne me donne pas aussi les moyens. Donc c'est vrai qu'à... Est-ce qu'il y a un manque d'information, justement ? Parce qu'il y a un manque d'information. Et de structures. Il manque surtout mais des petites structures. Ce ne sont pas des grosses structures qui demandent des accords qui vont durer des mois, voire des années. Non, mettre en relation les Français avec les Européens, d'un point de vue institutionnel, ça ne demande pas un sacrifice aux gros États. Donc c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. C'est pas d'une dimension importante, mais ce sont par des petits escaliers qu'on arrivera aux objectifs qui sont tout en haut. Et ces petits escaliers, il faut les faire. C'est de la communication politique, c'est une proposition politique pour permettre aux gens, aux Français, de créer du lien avec les Européens, de créer du lien avec des opportunités européennes qui existent et qui peuvent me servir. Quand nous proposons le Pôle emploi européen, c'est justement pour permettre aux Français d'avoir accès enfin aux emplois européens. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, l'Europe, ça parle à certains travailleurs. Certains travailleurs qui, grâce à l'Europe, peuvent venir travailler en France. Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas enfin aux Français de pouvoir profiter aussi de l'Europe, de pouvoir avoir accès aux autres emplois européens ? D'un point de vue institutionnel, ça ne demande pas un sacrifice non plus. Ce n'est pas mettre en commun une fiscalité, ce n'est pas harmoniser les droits des travailleurs. C'est permettre juste aux Français d'avoir une information. Le Pôle emploi européen que nous proposons, c'est une espèce de grosse banque de données d'emploi de tous les emplois qui existent en Europe. Alors, il y a déjà un logiciel qui existe sur la Commission européenne qui s'appelle le logiciel EURES. Justement, vous allez sur ce logiciel et vous pouvez consulter des offres d'emploi un peu partout en Europe. Le problème, c'est quel Français connaît EURES ? Quel Français connaît EURES ? Personne. Pourquoi ? Parce que EURES c'est un outil technique de la Commission européenne. Il n'y a pas eu de dynamique politique derrière. Si vous créez un pôle emploi européen,
La dynamique politique, elle est là. Ça va parler aux gens. Le pôle emploi européen. Avec la communication, la campagne. Avec la communication qu'il y a derrière, mais ne serait-ce que le terme, rien qu'en lui-même, la dynamique politique, c'est de la communication. Mais là, ça voudra dire que tous les pôles emploi de l'Europe, ce seront plus qu'une seule pôle emploi. Parce qu'il y a quand même la concurrence et que Pôle emploi n'aime pas la concurrence. Donc si jamais si c'est pas la même boîte, ils ne le feront jamais, ils ne seront jamais d'accord. Ça, c'est un fait. Il faut une institution commune, forcément. Oui, c'est ça, il faut qu'il soit une alliance. Voilà. Une alliance, dans chaque pays, quand même, un Pôle emploi ça tu vas peut-être l'expliquer. En fait, l'idée, c'est de garder les structures nationales, justement pour ne pas avoir une dimension trop institutionnelle qui va créer de la crainte au niveau des autres États. Chaque État gardera son agence nationale pour l'emploi, mais créer au niveau de l'Europe une espèce de banque de données qui va récolter toutes les informations, toutes les offres d'emploi de tous les pays, puis les redistribuer dans chaque agence nationale pour permettre justement aux Français d'avoir accès aux emplois qui ne sont pas pourvus dans les autres pays européens. Vous savez qu'en France, on dit que près de 300 000 emplois, 300 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues. Est-ce que c'est acceptable ? 300 000 offres d'emploi qui ne sont pas... C'est-à-dire qu'elles sont proposées aux Français, mais que les Français n'y répondent pas forcément pour diverses raisons, des raisons de formation, des raisons de géographie, des raisons familiales. Mais le problème, c'est que les personnes, les recruteurs qui offrent ces emplois, ils ont besoin d'avoir des réponses pour se développer, pour créer de la richesse, pour proposer de futurs emplois à terme. Ces recruteurs français, ils n'ont pas de réponse. Avec le Pôle emploi européen, ce serait pour eux un moyen d'avoir une réponse et de pouvoir à nouveau créer de la richesse en France. Alors pour protéger, parce que ce qui peut arriver, ce qu'on peut nous dire, c'est attention, vous allez mettre en concurrence les Français avec les autres Européens. Donc c'est pour ça que nous proposons un blocage d'office là. Parce que Pôle emploi, parce qu'il faut quand même savoir une chose. Moi, par rapport au reportage que je fais sur toutes les institutions, le Pôle emploi, il normalement devrait fonctionner pour le bien du peuple, mais il fonctionne pour une question d'intérêt. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai demandé des employés, quand je vais embaucher, alors qu'il y a de la demande, ils ne veulent pas me donner ces personnes-là. Ils ne veulent pas parce que ça ne leur apporte rien. Ils veulent absolument me donner ceux qui vont leur apporter de l'argent. Pour donner un exemple, ils travaillent avec les ACDIC, donc si cette personne touche les ACDIC, on me le donne pour qu'ils aient plus à verser les ACDIC. Mais si l'autre personne que j'ai besoin ne touche pas les ACDIC, on ne va pas me la donner, on va me dire on n'a personne. Vous voyez les problèmes qu'il y a de côté du Pôle emploi. Oui. Alors si on fait ça européen et qu'il y a des agences qui ne sont pas ensemble, ils vont vouloir se garder les personnages pour eux, pour leur pays. Il y a ce risque-là que ça ne fonctionne pas à cause de ça. Le risque, c'est que ça ne fonctionne pas de manière idéale. Mais nous c'est toujours le problème avec l'Europe, c'est qu'on a toujours cherché à faire de l'idéal de suite. Vous voyez, après le traité de Maastricht, on a voulu faire de l'idéal. Une harmonisation fiscale immédiate, une harmonisation sur l'éducation immédiate, une harmonisation sur les droits des travailleurs immédiate. Non, il faut y aller petit à petit. Peut-être qu'au début, le Pôle emploi européen, justement, il y aura toujours ces petites logiques on va dire financières. Mais ça, on va dire que ce sont des problèmes qui sont propres à chaque pays. Mais commençons déjà, même si ce n'est pas idéal, par mettre en commun et par offrir des opportunités aux Français. Peut-être qu'il n'y aura pas 1 million d'opportunités, peut-être qu'il n'y en aura que 100 000, mais c'est par là qu'il faut commencer. C'est parce qu'on a refusé de commencer par là, de recommencer petit, qu'aujourd'hui il y a 65% d'abstention. À vouloir faire trop bien tout de suite, c'est un peu une logique de tout ou rien, on n'arrive à rien. Parce que 35% d'abstention, de participation à la prochaine élection, ça va être une catastrophe. Donc il faut accepter de reconstruire petit à petit par des petites propositions. En même temps, on a un objectif de long terme pour montrer où on va, mais par des petites propositions pour créer du lien. Et je vous assure que dans notre liste, au départ, il y avait beaucoup de gens, avant de rentrer dans notre liste, pour qui l'Europe, ça ne leur parlait pas. Peut-être qui n'allaient pas aller voter, et qui du coup, quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait créer des petites structures qui leur permettent de créer du lien directement avec leurs problématiques, soit professionnelles, soit personnelles, soit par rapport à leurs enfants, ben, ils se disent, tiens, oui, l'Europe, ça peut avoir un intérêt. Alors, pas majeur, mais mineur. Mais c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Donc, nous, c'est ce que nous proposons. Et malheureusement, le regret que j'ai, c'est que les autres listes partent directement dans des grandes perspectives, dans des grands projets institutionnels, qui, du coup, lassent les Français, parce que ça fait 20 ans qu'on l'entend. Qui ne parlent pas français, surtout. Qui ne leur parlent pas et qui les lassent. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Moi, je vous dis, honnêtement, il y a des choses, je lis certains programmes et il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que des grandes orientations politiques, il y a des grands mots, puis derrière, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément grand-chose finalement. Si on propose quelque chose de concret, des petites choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien pour chaque type d'emploi, par exemple pour l'éducation, créer une plateforme européenne où je pourrais avoir des échanges concrets avec d'autres enseignants, où les élèves pourraient avoir des échanges, ça me parle. Ça, demain, je peux pouvoir l'utiliser. Quand on parle de grandes réformes économiques, mais ça veut dire quoi ?
Voilà. On a voulu calquer le fonctionnement de l'État français au niveau européen. Quand l'État français décide par exemple de réduire le nombre de fonctionnaires, ça parle à tous les Français, parce qu'ils savent qu'au niveau de leurs impôts, parce qu'ils sont habitués à ça, l'État français leur parle, parce que c'est historique. Si la Commission européenne décide de réduire un certain nombre de ses députés, ou si la Commission européenne décide de faire baisser l'euro d'un certain montant, ça ne parlera à aucun Français. Pourquoi ? Parce que l'Europe, c'est tout neuf. Et il n'y a pas cette histoire derrière avec les Français. C'est ça qu'on a oublié aujourd'hui. Il faut créer de l'histoire. Et l'histoire, ça se crée petit à petit. L'État français, au début, pour se créer, il s'est créé petit à petit, au niveau des comtés, puis après au niveau des régions, petit à petit, on a créé du lien. Ce lien, aujourd'hui, on a oublié de le créer parce qu'on pensait qu'il était de facto, à partir du moment où on a fait Maastricht, on a cru qu'il était créé dans la tête des Français. Mais quand on voit l'abstention, je suis désolé, mais il n'est pas créé. Mais nous, on est plein d'espoir, on n'est pas contre l'Europe, au contraire. On dit juste qu'il faut une dynamique politique un peu moins... Alors, avec de l'ambition, mais avec un petit peu plus de concret aussi. Justement, à propos de l'éducation, quelle est justement notre démarche ? Alors, par rapport à l'éducation, lorsqu'on interroge les jeunes étudiants, ce qu'ils veulent... Il y a deux gros axes qu'ils nous demandent. C'est un peu encore plus d'équivalence au niveau des diplômes. C'est-à-dire que vous avez des Français qui vont travailler, qui vont travailler. Et l'hébergement aussi, qui reste un gros problème pour les jeunes, quoi. Ouais. L'hébergement, que ce soit ici en France ou en Europe. Ou en Europe. Avec plus d'échanges et plus de contacts entre les Européens, ça pourrait se réguler aussi. Oui. Les deux axes qu'ils demandent, c'est la reconnaissance des diplômes, c'est-à-dire des Français qui vont passer leur diplôme en Belgique, par exemple, ou dans un autre pays européen, et qui après ne peuvent pas forcément revenir travailler en France avec leur diplôme. Alors, il y a des choses qui ont déjà été faites au niveau des masters et des doctorats, où il y a une harmonisation européenne, mais les jeunes sont demandeurs là-dedans. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui sont les échanges linguistiques. C'est-à-dire que les jeunes Français sont demandeurs de pouvoir aller davantage en Europe, vivre une expérience, soit d'un mois, soit d'une semaine, soit un petit peu professionnelle. Donc c'est de ça dont les jeunes sont le plus demandeurs. Donc avec notre plateforme d'échange européenne pédagogique, justement, nous voulons permettre aux Français de créer du lien. Nous n'allons pas leur trouver des stages. Nous allons leur donner les moyens de créer du lien pour qu'après, ils trouvent un stage. C'est-à-dire qu'on crée un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, on les laisse libres. Pour la reconnaissance des diplômes, nous sommes conscients que si on raisonne uniquement en termes d'équivalence, le risque c'est de niveler par le bas. C'est-à-dire que si chacun a son diplôme dans un pays européen et qu'après on considère qu'il y a une équivalence, on ne sait pas réellement quel est le niveau dans chaque pays du diplôme. Donc nous partons plus dans un premier temps sur la notion de label. Puisqu'on ne peut pas forcément mettre des diplômes en commun partout, partons sur la notion de label. La notion de label, ça signifie que chaque étudiant européen passe son diplôme dans son pays, avec le niveau qui est exigé, et après, au niveau de la Commission européenne, des labels peuvent être délivrés à condition de remplir certains critères en termes de compétences, en termes de langue, ou en termes de compétences, d'aptitude pour exercer dans un autre pays. Donc en fait, essayer de faire un niveau commun européen qui soit quand même assez élevé, et la France doit être moteur là-dedans, puisque nous avons un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé, pour que plus tard, le consommateur n'ait pas de question à se demander où a-t-il passé son diplôme ou pas. À partir du moment où il aurait ces labels européens, eh bien ça serait valeur de qualité. Voilà, donc on ne peut pas encore arriver au diplôme commun partout, donc trouvons un intermédiaire pour à terme y arriver. Mais c'est pas dire, soit c'est le diplôme en commun, soit c'est rien. Voilà, faire des intermédiaires. Et c'est ça que l'Europe, depuis 20 ans, n'arrive pas à faire parce que les politiques... Moi, je ne suis pas pour dire que c'est la faute de la Commission européenne. La Commission européenne, elle a une valeur technique pour moi. Et le travail politique, il doit être fait par les politiques, par les députés qui proposent. Et ce travail-là, ce travail politique, il n'existe pas assez, à mon sens. Justement, on a un inspecteur de la répression des fraudes, tout à fait. Donc, pouvez nous en parler un peu parce que bon, c'est un contexte européen aussi, c'est-à-dire les marques, les sous-marques, tout ça, vous connaissez en rayon. Donc, pour une Europe saine, sans fraude, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Moi, je travaille essentiellement pour la réglementation européenne. Bon, en fait, ça devrait être un fonctionnaire européen qui fait mon travail. C'est moi qui le fais à sa place. Je travaille dans l'importation des fruits et légumes. Donc, dans ce cadre-là, enfin, dans le cadre que je connais moi, on fait un peu de protectionnisme, mais un petit peu seulement. C'est du protectionnisme vis-à-vis des produits chinois, des produits américains, des produits qui viennent aussi du Maroc, enfin. Mais il y a un nombre de produits limités pour lesquels on applique un contrôle renforcé à l'importation. Bon, il faudrait élargir ces produits. C'est-à-dire que ce n'est pas efficace pour l'instant. Oui, c'est pas assez efficace en matière de protection à la fois du consommateur et de protection économique de nos entreprises à nous. Donc il faudrait élargir il faudrait renforcer un peu ce règlement, qu'il y ait plus de produits qui soient réglementés à l'importation, de manière à ce que à la fois le consommateur et les entreprises françaises, enfin européennes, disons, soient mieux protégés. Bon, ça implique des moyens, et ces moyens, je pense que l'Europe pourrait avoir un budget pour mettre en place ces moyens. Et justement, comment mettre en place ces moyens? Alors là, dès qu'on touche à l'argent, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que nous prenons ça en compte. On prend en compte les problèmes d'argent, qu'en ce moment c'est la crise en Europe, donc proposer des solutions qui demandent beaucoup d'argent. Les Français en plus maintenant ils savent qu'il y a des problèmes d'argent, là on parle de 50 milliards d'économies, tout ça, donc on ne peut plus leur dire il faut juste de l'argent et ça suffira, parce qu'ils savent que l'argent il n'y en a plus. Et les problèmes institutionnels, c'est-à-dire perdre un petit peu de souveraineté sur un endroit, ou donner l'impression qu'on va moins protéger ses compatriotes. Ce sont les deux axes qui sont très difficiles au niveau européen, et du coup c'est pour ça que nous priorisons nos propositions sur des possibilités qui écartent justement ces deux freins, ces deux blocages. Ce qu'a dit Joachim, c'est que là, typiquement, alors ça rejoint ce que vous disiez sur la communication, là l'Europe protège les consommateurs. Il a parlé de protectionnisme économique vis-à-vis des Chinois, c'est une partie. Et la deuxième grosse partie, la plus importante, c'est que l'Europe met en œuvre des normes écologiques et des normes de santé pour protéger les Européens et les Français, pour exiger de la qualité, pour éviter que certains produits qui arrivent de certains pays et qui ne sont pas très chers soient nuisibles à la santé des Français et des Françaises, soient nuisibles d'un point de vue écologique pour les Françaises et les Français. Donc typiquement là, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a une vertu européenne qui n'est pas assez mise en avant. Alors je crois qu'il me semble que récemment, il y a un label européen pour la consommation qui va être mis en place. Donc c'est une première, parce qu'il faut quand même voir que dès qu'on met un label européen identifiable par le consommateur, vous avez des pays comme la Chine ou les États-Unis qui ne sont pas contents parce qu'ils considèrent que c'est du protectionnisme. Et du coup, il y a des plaintes au niveau de l'OMC. Donc l'OMC est obligé d'arbitrer entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Mais là, ce label a été décrété. Donc ça va être une publicité formidable pour l'Europe. Parce que le consommateur va pouvoir voir le label, un peu comme le label France chez nous. Là, avec le label européen, il sait très bien qu'un produit qui n'a pas le label européen, a priori, il est peut-être de moins bonne qualité, ou il est peut-être plus dangereux. Voilà. Et du coup, ça va permettre justement de faire un marqueur pour les Français. Ils disent, ok, moi quand je vais faire mes courses, l'Europe, ça me parle. Parce que derrière, il y a un label, et je sais que c'est gage de qualité pour moi, pour mes enfants. Voilà, donc ça, c'est pas de la communication technique, vous voyez, c'est une volonté politique, mais qui a valeur de communication derrière. Parce que dans la vie de tous les jours des Français, ça va leur parler. Quand ils vont aller faire leurs courses, ils vont voir le label européen, et ça va leur parler, ils vont créer du lien entre leur vie, leurs enfants, leur santé et l'Europe. Pour ça, il faut qu'ils fassent confiance à l'Europe. Oui, mais alors je suis persuadé que les Français, lorsqu'on leur propose un produit qui vient peut-être de Chine, un produit qui vient des États-Unis et un produit qui vient d'Europe, c'est quand même plus ou moins ancré dans les mentalités que ce qui vient d'Europe et ce qui a le label européen. Je crois que ça existait également, il me semble, pour les, je ne sais pas si c'était pas pour les piles ou pour des matériaux
technologique. On a déjà un petit peu ce réflexe de dire oui, s'il y a le label européen derrière, c'est des normes européennes, c'est plus gage de qualité que ce qui vient de Chine ou ce qui vient des États-Unis. Tout ce qui est denrées alimentaires. Pour la Chine, oui, je pense que oui. Voilà, mais c'est de la communication politique. C'est-à-dire que, parce qu'à un moment donné, il y a une volonté politico-économique de se protéger des autres pays, et mécaniquement, c'est rentré dans la tête des gens, vous voyez, par des petites mesures, c'est-à-dire par les produits que l'on consomme. Après, ce qui manque aussi peut-être, c'est une politique de communication par rapport à ces produits. Donc ça pourrait être dans la presse, à la télévision, des clips, des affiches dans la rue en disant acheter européen, ça c'est du protectionnisme. Les informer qu'il existe un label. Faire valoir la valeur des produits européens, parce que c'est vrai que l'Europe, on ne se sent pas européen parce qu'on ne dit pas aussi qu'on est européen, qu'il y a des produits européens, qu'il y a des comme nous avons dit tout à l'heure, il y a un grand des manque de communication. Donc il va falloir y revenir. Ça va dans notre programme. Est-ce que ce manque de communication n'est pas justement fait exprès qu'on vous empêche de pouvoir faire cette communication? Parce que justement, il y a le risque que ça va emmerder les Chinois et les Américains si vous réussissez. Alors, à partir du moment vous avez quand même le pouvoir de pouvoir vous en empêcher. Bien sûr, ça c'est le travail de l'OMC. À partir du moment où le label européen est validé, existe. Après, donc ça, on va dire, c'est de la dynamique politique et une communication politique. Après, derrière, une fois que c'est validé, vous pouvez mettre en place une communication technique. Regardez ce qui se fait, par exemple, par les ministères de la Santé, quelquefois. En France, vous avez des clips à la télévision. Mangez mieux. Les clips sur la sécurité routière qui sont faits par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, pourquoi ne pas imaginer un clip qui passe à la télévision, un clip européen, fait par la Commission européenne pour informer justement les Français. Voilà, il existe le label européen. Pour le faire, il faudra penser à nous appeler. Voilà, non mais tout à fait, mais regardez, la communication politique existe déjà. Ensuite, on passe à la communication technique. Ouais, c'est la grosse différence qu'il y a entre faire d'abord de la technique en oubliant le politique. Ça ne fonctionne pas en Europe et dans le monde. Ce qui touche en priorité les citoyens, c'est ce que font les politiques. Et pas les techniciens. Justement pour cela, on va voir l'avis de notre ami Kader Ghasmi à propos de ce label. Moi je dirais que ce label, de toute façon, moi je l'appellerais plutôt une AOC, un peu comme une forme d'AOC, une appellation d'origine contrôlée. Et puis c'est-à-dire c'est dû à la fabrication du produit, à la solidité du produit, non même la solidité du produit par rapport au produit chinois. Et je pense donc dans ce cadre-là, c'est de faire de la publicité par des clips, je ne pense pas que ça va gêner l'OMC ou quoi que ce soit. Par contre, maintenant, moi je voudrais parler de l'utilité de l'Europe pour la France. Parce que l'Europe, qui dit Europe, dit force. Forcément, pour contrer un peu ces grandes puissances comme la Chine, les États-Unis. Moi j'ai la chance d'avoir deux cultures, donc je connais bien le Maghreb et je suis donc européen. Pour moi, d'abord, l'utilité de l'Europe pour la France, c'est de dire d'abord, géographiquement parlant, la France est beaucoup plus proche du Maghreb qu'une autre ville européenne. De toute façon, on a besoin surtout de la France pour construire cette grande Europe. Je reviens sur l'Union pour la Méditerranée. De toute façon, c'est pour expliquer aux Français d'aller voter pour créer cette force, pour permettre à la France, et notamment au port de Marseille, d'être un peu le port d'attache dans la Méditerranée. Donc forcément, ça créera des emplois, ça réduira énormément et une grande économie, ça va faire une grande économie. Et pourquoi? Parce que le seul continent aujourd'hui qui est apte à contrer un peu ces produits asiatiques, moi je souhaiterais que ça se fasse à travers l'Europe et bien sûr la France, justement pour ce label, les produits aujourd'hui, de l'autre côté où il y a eu une invasion des marchandises asiatiques, aujourd'hui il y a une qui disent ces marchandises, on n'en veut plus. Il faut juste que l'Europe permette, c'est-à-dire d'ouvrir cette brèche là pour pouvoir repénétrer, reconquérir un peu ces marchés qui appartenaient avant à la France. Et bien sûr aujourd'hui la France, comme elle fait partie de l'Europe, ça appartiendra donc à l'Europe. Donc c'est de dire donc aux Français, plus on ira donc voter, plus la France aura une crédibilité au sein de l'Europe, où elle aura un pouvoir par ses députés, un poids, à pouvoir rapidement concrétiser un peu toutes
tous ces projets, au lieu de les faire, d'abord commencer par les priorités, la réduction du chômage, relancer l'économie, et bon, je pense déjà que ce sera une des priorités attendues surtout par les Français. Et c'est ce qui nous est demandé par beaucoup de Français, et c'est pour ça que dans notre projet d'union des PME, PMI françaises, espagnoles, italiennes, allemandes autour du Maghreb, c'est qu'ils ont l'impression, des fois, ils nous disent « Ah mais l'Europe, on est beaucoup trop nombreux, il faut revenir à une Europe à 6 ». Ce qu'il existe, c'est la coopération partagée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe permet à certains pays de se grouper sans forcément d'être à 28 sur des projets. Donc nous avons proposé de se grouper seulement à 4, avec 4 en plus partenaires privilégiés du Maghreb, pour que ce soit beaucoup plus facile, que ce soit beaucoup plus harmonisé. Et nous avons axé pas sur toute la Méditerranée, mais uniquement sur le Maghreb, pour que la France soit porteur, soit leader sur ce projet-là. Donc vous voyez, ça part d'une analyse tout à fait objective et lucide des problématiques qu'il peut y avoir à une union de la Méditerranée à 41, mais qui est axée pas seulement sur l'économie, tandis que nous, comme nous voulons réduire le chômage des Français et redynamiser, permettre à des PME françaises de pouvoir se développer ou s'implanter au Maghreb, eh bien, nous raisonnons sur un nombre de pays resserré, avec des partenaires resserrés, privilégiés pour la France. Oui, bien sûr, si je voudrais juste rajouter, tout en sachant que je vous donne un exemple, sur l'Algérie, il y a 750 000 PME, PMI à créer. Vous imaginez un peu ce que ça pourrait représenter pour les entreprises françaises. Et de par là même, c'est-à-dire que la technologie, aujourd'hui, former la main-d'œuvre spécialisée de l'autre côté qui va servir surtout à contrer ces marchés asiatiques, donc c'est une demande qui est de l'autre côté, donc qui est reconnue, et qui va être forcément, il va y avoir des retours pour c'est un échange, pour les deux, c'est-à-dire que... Pour la France et surtout pour juguler un peu les flux migratoires, où il y a cette immigration clandestine qui arrive par des bateaux, tout ce qui s'ensuit, puisque ça va permettre de créer des emplois dans ces pays-là, pour contrer justement, parce qu'il va en falloir des employés pour pouvoir contrer les marchés asiatiques. Donc ça va créer forcément des emplois de l'autre côté. Je pense que c'est... Mais moi, donc, je voudrais dire que la France a un rôle très, très, très important à jouer, parce que culturellement parlant, qu'on le veuille ou non, c'est la France que je verrai vraiment le véritable interlocuteur entre notamment ces pays du Maghreb et l'Europe. Donc, et de faire de Marseille, encore de revenir, je suis Marseillais, je suis né ici, donc c'est pour dire de faire de Marseille, qui est un port qui est capable d'assumer, justement, de réguler tous ces marchés-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Union pour la Méditerranée, au début, a pris beaucoup de retard, parce qu'on a voulu faire quelque chose de franco-français. On avait oublié en partie l'Allemagne, qui n'était pas d'accord du coup pour qu'on utilise une partie du budget européen, où l'Allemagne est le premier participant, pour permettre à la France de faire ses affaires avec la Méditerranée. Nous, justement, nous avons pensé à intégrer l'Allemagne, qui, comme ça, a priori, quand on parle de l'Italie, de l'Espagne, de la France, pour les rapports avec le Maghreb, ça parle aux gens, puisque géographiquement, ils sont proches, et on ne pense pas forcément à l'Allemagne. Nous, volontairement, nous avons pensé à l'Allemagne pour ne pas commettre la même erreur qu'avec l'Union pour la Méditerranée. Il faut des partenaires forts pour qu'un projet puisse aboutir, et il faut mettre un maximum de moyens en commun, et sans l'Allemagne, c'est pas possible. Donc il faut être aussi politiquement intelligent. Justement, est-ce que la monnaie européenne, c'était une bonne idée de l'Europe ? Alors la monnaie européenne, avant tout, ça a été fait pour permettre aux Européens de ne plus être trop dépendants du prix des matières premières. Parce qu'avec un euro fort, vous comprenez bien que le baril de pétrole étant fixé en dollars, forcément l'énergie revient beaucoup moins cher aux Français en priorité. Après, le problème de l'euro, on est en train en ce moment de savoir s'il faut baisser l'euro, s'il faut l'augmenter. Donc il y a des problèmes d'inflation derrière, donc les Français, tout ça, n'y comprennent pas grand-chose. Moi, j'ai envie de dire une seule chose, c'est que l'Europe, ce qui la différencie de ses concurrents chinois ou américains, c'est qu'elle est obligée de faire dans la qualité. L'Europe n'arrivera pas à baisser, à concurrencer en termes de productivité l'Asie, qui a beaucoup plus de main-d'œuvre, qui sont beaucoup plus nombreux que nous, qui ont des régimes sociaux beaucoup moins exigeants que nous. Donc nous, qu'est-ce qui va faire notre différence, français et européen ? C'est pas le prix, c'est la qualité. Et typiquement, vous le voyez avec ce qui s'est passé par exemple pour le miel en ce moment, l'apiculture, c'est un phénomène qui est très à la mode. Tout le monde a sa ruche. Il y a beaucoup d'associations qui se mettent en œuvre. Vous avez même sur les toits des télévisions françaises des ruches au sommet.
Eh bien pour le miel, j'ai un collègue dont le père est apiculteur et qui m'a un petit peu expliqué ce qui était passé. À partir des années 80, on a voulu faire du miel démocratisé, c'est-à-dire permettre à beaucoup de consommateurs français d'avoir accès au miel. Bon, du coup, on a fait du miel moins cher. Le problème, c'est que est arrivée ensuite la mondialisation. Donc la logique de moins cher, forcément, par rapport à l'Asie, eh bien, on n'était plus concurrentiel. Absolument pas. Du coup, d'autres pays se sont mis à faire du miel moins cher. Et forcément, quand vous faites moins cher, vous n'avez que la logique du prix, vous faites un peu de la qualité moindre. Bon, du coup, est-ce que c'est vraiment du miel après? Voilà. Mais c'est surtout la logique, la stratégie. Si la stratégie c'est de faire moins cher ou de produire plus, alors à un moment donné, ça a fonctionné au début des années 80. Mais à partir du moment où il y a eu la mondialisation et les autres pays émergents se sont mis à nous concurrencer sur les prix, eh bien, les seuls qui se sont sortis au niveau des apiculteurs, c'est ceux qui ont toujours eu cette logique. Nous sommes français, ce qui nous démarque des autres, c'est la qualité, c'est le terroir français. C'est ça qui fait notre force. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ce qui se vend le mieux de français, c'est pas ce qui coûte pas cher, c'est ce qui est de la qualité. Moi, je pense que le fait du prix, de la concurrence du prix, je suis tout à fait en fait, parce que peut-être que de l'autre côté, on ne voit pas, parce que moi, je me permets de connaître, je connais bien le Maghreb et l'Afrique, on va dire même subsaharienne. Aujourd'hui, on peut être bon sur la qualité, c'est vrai qu'on ne peut pas enlever la qualité européenne, mais moi, je pense que même sur les prix, parce que la main-d'œuvre dans ces pays-là, elle est encore beaucoup moins chère qu'actuellement que dans ces pays asiatiques. Avant, c'est vrai que la main-d'œuvre en Asie, elle était vraiment, c'était la plus basse du monde. Aujourd'hui, dans des pays en Afrique, où un salaire minimum, c'est 120, 130 euros. Donc aujourd'hui, on peut même être concurrentiel, je pense, sur les produits de marques européennes, et puis distribuer sous un label, on va dire, euro-méditerranéen ou africo-méditerranéen, je ne sais pas comment on pourrait appeler cela, et puis pour pouvoir même concurrencer par la qualité, parce que c'est ce que n'ont pas les autres, pour pouvoir pénétrer des marchés américains et asiatiques. Donc je tiens à le dire, donc ce n'est pas qu'une question de qualité. Très bien, donc nous allons poursuivre et nous allons parler cette fois-ci d'une priorité qui préoccupe un peu tous les Européens, la santé. Tout d'abord, en France, on a un trou à la sécurité sociale. Et je pense qu'en Espagne, c'est pareil, côté santé, ça laisse un peu à désirer. Donc, pour un avenir européen, qu'est-ce qu'on pourrait dire côté santé? Alors déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de la santé, Sophie pourra en témoigner, la France fait partie de l'excellence. Ça fait partie de l'excellence française que la santé en France. La qualité de nos hôpitaux, la qualité de nos médecins, la qualité de nos personnels soignants. J'ai testé en Italie. Et Sophie a testé en Italie, j'ai moi-même pu voir en Espagne, Kader aussi en Espagne. On voit quand même qu'il y a une grosse différence entre la France et les autres pays européens. Donc nous avons un des axes de notre programme, c'est l'excellence française utile pour l'Europe. Oui, mais là je suis d'accord avec vous, ça c'est vrai qu'on a les meilleurs médecins, tout ça, les meilleurs hôpitaux, c'est impeccable. Mais le problème c'est que la politique actuelle, elle détruit tout ça. Ils ferment les hôpitaux, ils renvoient des médecins, des infirmières, tout ça. Et maintenant les hôpitaux n'ont même plus assez de personnel. Et quand il n'y a pas assez de personnel qui se plaignent, ils les ferment, au lieu de remettre du personnel. Donc, l'Europe peut être utile à ça. On est peut-être les meilleurs, mais bientôt on ne sera plus rien, puisqu'il n'y aura plus rien si ça continue à ça. C'est pour ça que nous avons fait la proposition, puisque le problème c'est qu'il y a moins de médecins, il y a moins d'infirmiers, c'est pourquoi? C'est pour des raisons d'argent. Oui. On est bien d'accord. Donc l'Europe peut être très utile à ça, en termes de se grouper pour que certains problèmes d'argent soient un petit peu moins importants. Pas au niveau des médecins, pas au niveau des infirmiers, au niveau du matériel par exemple. Ce qu'il existe en Europe, c'est ce qu'on appelle la coopération transfrontalière. C'est-à-dire des hôpitaux qui se trouvent à la frontière, par exemple, de l'Italie. Vous avez le CHU de Nice qui a, à un moment donné, fait des partenariats avec les hôpitaux qui étaient à la frontière italienne. Et ça leur permettait, par exemple, de grouper des achats de matériel de haute technologie qui étaient très chers. Ça leur permettait aussi d'offrir la possibilité à des Italiens ou à des Français d'aller tantôt dans un hôpital, tantôt dans un autre, selon les services qui étaient offerts. Oui, et si on ferme l'hôpital, voilà. Alors, c'est ça le gros problème. Ça, c'est un problème franco-français, c'est-à-dire qu'une décision de fermer les hôpitaux. Nous, ce qu'il faut qu'on regarde, puisqu'il s'agit d'une élection européenne, c'est comment l'Europe peut aider la santé française à s'exporter,
l'exigence française à s'exporter partout en Europe, parce que vous avez des Français qui quelquefois se retrouvent dans un pays européen et doivent aller se faire soigner dans un hôpital et ne trouvent pas la même qualité qu'en France. Et pour eux, c'est inacceptable. Donc l'Europe, nous, ce que nous proposons, c'est que la France porte un véritable projet politique pour qu'il y ait davantage d'échanges hospitaliers au niveau européen et pas uniquement au niveau transfrontalier. Là, vous avez le premier hôpital transfrontalier européen qui va s'ouvrir entre la France et l'Espagne. Donc ça a été un projet mis en commun qui a permis de construire un gros hôpital dans le sud-ouest de la France. Donc ça, c'est le point de départ. Et c'est très bien. Il a les peut-être autres pays pourront venir construire des hôpitaux. Là, on aura détruit des nôtres. Pas forcément. Oui, voilà, une ouverture. Mais c'est surtout, nous, notre volonté, c'est, il y a l'aspect économique, mais avant tout promouvoir l'excellence française. C'est-à-dire que faire des échanges entre les différents médecins des grands hôpitaux européens. Au départ, il faut partir sur les grands hôpitaux européens pour échanger des statistiques, pour échanger des capacités de soins, pour échanger des savoir-faire, pour des échanges culturels. Pour justement essayer de tirer vers le haut, la France doit permettre de tirer vers le haut la santé européenne et les hôpitaux européens. Voilà, il faut commencer par là, pour après peut-être essayer de construire beaucoup plus d'hôpitaux européens. Alors au début, ça va se faire au niveau des frontières, parce que c'est beaucoup plus facile. Parce que comme vous êtes au niveau de la frontière, les budgets mis en commun par les différents pays, ça va parler aux deux populations. Si vous faites un hôpital européen en plein milieu de Paris, ça va servir aux Français, mais les autres Européens ne vont pas être contents. Donc au départ, il faut commencer d'un point de vue économique, par ce qui existe par les frontières, développer encore plus. J'avais lu un article fait par un ancien directeur du CHU de Nice qui justement avait mis en place ces coopérations transfrontalières avec les hôpitaux italiens et qui disait voilà, les solutions techniques existent, nous les petits directeurs d'hôpitaux, de temps en temps, quand on est volontaire, on met en place ces échanges-là, mais ce qui lui manquait, c'était la dynamique politique derrière. Vous voyez, la technique avait précédé la politique. Et c'est ça le problème en Europe, c'est que la technique, c'est-à-dire la Commission européenne, est toute seule. Et la Commission européenne, c'est de la technique. Il manque des dynamiques politiques qui ont un objectif, qui doivent avoir l'objectif de mettre en relation l'Europe avec le quotidien des Français. La santé, c'est un très bon exemple, comme la consommation, comme l'éducation, comme l'emploi, comme les entreprises. Voilà, pas forcément à grande échelle. Commençons d'abord par refaire des petits escaliers qui nous permettront un jour d'arriver aux grands objectifs qu'on entend dans toutes les listes des grands partis, qu'on entend depuis 20 ans à la télévision, mais qui ne parlent pas aux gens et qui surtout ont beaucoup de mal à avancer. Et du coup, c'est pour ça que l'Europe a cette image très négative. C'est parce qu'on fixe des grands projets et on voit qu'on n'y arrive pas. Fixons des objectifs que nous pouvons atteindre. Il faut qu'on ait des petites victoires au début pour montrer, aux Français que l'Europe, à nouveau, ça marche, et deux, surtout, que l'Europe, ça leur offre des opportunités à eux, dans leur quotidien, et que c'est une opportunité pour eux, et qu'ils font partie de la construction européenne. Vu qu'ils vont consommer européen, vu qu'ils vont les faire soigner européen, vu qu'ils vont les travailler européen, ils participent à la construction européenne et ils n'ont pas l'impression que ça se fait tout en haut à Bruxelles. L'Europe ne pourra pas exister sans les Européens. Alors nous, on est français, donc on est français européens. Mais si les Européens ne sont pas intégrés et ne voient pas leur intérêt dans la vie quotidienne, ça ne pourra pas avancer. Les grandes réformes de structure ne pourront pas se faire sans les citoyens, c'est impossible. Et je vous le répète, aucun chef d'État ne prendra le risque de le faire sans les citoyens. Ce ne sera pas forcément un référendum, mais au moins qu'il y ait plus de participation que d'abstention aux élections européennes. C'est le minimum. Enfin, M. Aurélien, quelle est la question vous aurez aimé que notre rédaction vous pose et on ne vous a pas posé durant ce plateau. Donc, quelle est la question et la réponse, s'il vous plaît? Eh bien, la question que j'aurais aimé que vous me posiez, c'est quel est notre objectif pour ces élections européennes. Alors notre objectif, minimum on va dire, c'est de faire plus que la dernière liste aux dernières élections européennes dans la circonscription du Sud-Est. C'était 136 voix. Donc nous, il faut que nous fassions au minimum 137 voix. Mais avec l'équipe qui m'entoure, j'espère bien faire beaucoup plus. Nous avons une petite limite pour nous, puisque c'est notre première élection, c'est que nous nous sommes rendus compte que les bulletins devaient être payés par les candidats. Donc nous devons nous-mêmes imprimer nos bulletins et donc payer. Et comme nous savons que nous n'arriverons peut-être pas à faire plus de 3%, parce que nous n'avons pas les moyens financiers pour communiquer, nous n'avons pas les réseaux politiques pour avoir des électeurs un peu plus en Rhône-Alpes ou un peu plus en Corse, nous allons beaucoup travailler sur notre entourage et sur Marseille. Eh bien, nous allons quand même essayer, malgré ces contraintes financières, malgré ces contraintes de réseau, de faire mieux. Parce que moi, je pense qu'avec moins, on ne fait pas moins. Avec moins, on est obligé de faire mieux.
Et nous, eh bien, nous allons axer un peu plus notre travail déjà sur une analyse réfléchie, une analyse beaucoup plus politique que les autres listes. Alors, je ne jette pas la pierre aux autres partis politiques. Je sais qu'il y a eu les municipales, qu'ils ont beaucoup travaillé pour les municipales, ils ont dû beaucoup réfléchir pour les municipales, dépenser beaucoup d'argent. Donc du coup, dépenser beaucoup d'argent, oui, réfléchir. Voilà. Donc du coup, pour l'Europe, non mais à la rigueur pour leur programme, peut-être que ça leur prend un peu plus de temps. Du coup, pour l'Europe, ils ont beaucoup moins de temps, puis ils se disent c'est pas rentable vu qu'il n'y a que 35% de la population qui a voté. Bien nous vu que nous avons moins d'argent, vu que nous avons moins de réseaux, ben, heureusement, nous allons être obligés d'avoir plus de cerveau et de réfléchir un petit peu plus en profondeur sur comment intéresser les gens. Il va falloir leur montrer, voilà, l'Europe, pour les Français, il y a un intérêt particulier, voire même égoïste, propre. Parce que l'objectif, c'est pas les voix, hein. L'objectif, c'est vraiment dire aux Français, l'Europe, c'est bien pour nous, ça peut être utile à tout le monde, et on a envie que les gens y participent et voilà. s'intéressent de nouveau à ça, quoi. Et nous, le message que l'on va envoyer aux politiques, c'est adapter votre stratégie. C'est bien de proposer des objectifs de long terme, mais proposer des objectifs, des petites victoires qui vont permettre de remettre en selle les Français avec l'Europe, qui vont leur redonner envie d'ouvrir les yeux pour l'Europe. C'est la métaphore que je prends à chaque fois. C'est aujourd'hui, avec les propositions des grands partis, on veut montrer une direction à des Français qui ont les yeux fermés. Ça ne sert à rien. Donc d'abord, il faut leur donner envie d'ouvrir les yeux. Donc pour leur donner envie d'ouvrir les yeux, il faut susciter leur intérêt. Il faut leur montrer que ça peut leur servir à eux directement, personnellement. Et une fois qu'ils auront ouvert les yeux, on pourra leur montrer une direction pour l'Europe. Il faut faire les choses dans l'ordre. La politique avant la technique. Les petites victoires avant les grands objectifs. Voilà. Très bien, donc un dernier mot de table pour convaincre justement les citoyens d'aller voter le 25 et de voter juste. Oui, moi je pense que cette liste qui se présente sans étiquette, elle dépasse déjà les clivages droite-gauche. Et bon, quand on voit les visions qu'ont la droite modérée, disons, et la gauche modérée, elles sont à peu près les mêmes sur l'Europe. Bon, nous, on se démarque un peu de ça et on dépasse un peu ce clivage droite-gauche. Très bien. Donc moi j'incite tous les Françaises et les Français en général et en particulier du Sud-Est à venir voter pour nous s'ils veulent pouvoir utiliser l'Europe dans leur intérêt à eux, propre, et tout de suite, pas demain. Et c'est ce qui nous démarque en grande partie des autres listes. Et moi je demande, alors, en tant qu'enseignante, je travaille avec les enfants et que maman, de penser que tous les électeurs pensent à leurs enfants pour plus tard, pour la construction de l'Europe, parce que c'est important, et qu'ils fassent leur devoir de citoyen tout simplement d'aller voter, parce que c'est important. Et ça peut porter ses fruits. Voilà. Ben moi je dis aux Français d'abord, c'est vrai, il faut aller voter. Pourquoi ? L'Europe est une nécessité. Et les représentants de l'Europe, comme Aurélien Michel, qui je pense sauront bien faire des propositions justes et appréciées et reconnues donc, par tous les autres pays d'Europe, c'est un Français qui représentera bien donc les intérêts de la France à travers l'Europe. Alors, allez voter. Une chose, comme notre budget est vraiment petit, si on se rencontre, on vous remettra les bulletins, parce que malheureusement, ils ne seront pas dans tous les bureaux de vote. Et donc, le bulletin qu'on vous remettra, soyez gentils de le garder pour pouvoir au moins aller le mettre dans l'urne le jour de vote. Voilà. Moi, je vous remercie d'être venu de si loin pour ce reportage. Puis à bientôt. Je n'en dis pas plus, que je reste toujours neutre. Moi, je ne donne jamais d'opinion, je suis pour personne. Ça me permet d'être logique. Juste, excusez-moi de revenir, vous me permettez, je vais laisser le soin à Aurélien d'expliquer la composition de la liste qui est représentative de l'Europe, quoi, qui est composée des représentants. Ah oui, alors notre liste, comme je l'ai dit au début, mon exigence c'était qu'il y ait une diversité déjà intergénérationnelle, parce que souvent on entend beaucoup de propositions pour les jeunes, mais on ne pense pas aussi à nos personnes âgées. Donc moi je voulais une vision la plus globale possible, écouter les jeunes, écouter les moins jeunes, et écouter aussi les personnes âgées, parce que chacun a son regard, chacun est un citoyen et peut nous apporter sur comment proposer des solutions qui soient crédibles et qui servent directement aux Français.
Ensuite, la deuxième exigence que j'avais, c'était d'avoir des gens de tous les niveaux socio-professionnels, justement pour avoir également une richesse supplémentaire et pas seulement une vision un peu élitiste qu'on peut avoir de l'Europe en ce moment, puisque l'Europe parle beaucoup aux élites et pas assez à tous les Français. Et dans notre liste, il se trouve que nous avons des gens du Sud-Est, mais nous avons aussi des gens, moi par exemple je travaille en Normandie, nous avons des gens, des personnes de Rouen qui ont accepté de me suivre, des jeunes filles, nous avons des personnes qui sont au Luxembourg, nous avons des soutiens qui sont même aux États-Unis avec le fils de Kader Gasmi, nous avons des personnes qui sont un petit peu implantées partout en Europe, donc nous sommes à la fois représentatifs de la société française, de la France d'un point de vue géographique et de l'Europe voire du monde d'un point de vue culturel et géographique également. Merci. Merci à vous, donc merci de nous avoir suivis à travers ce débat. Quelques témoignages à l'extérieur. Les Européens vont nous donner leur avis aussi. Ce qu'on peut vous souhaiter, votez bien, votez juste. C'est le 25 mai. D'ici là, portez-vous bien et suivez la suite.